En 1972, 4 scientifiques du MIT sortent un bouquin qui a l'effet d'une bombe. Enfin, au début. Même si le machin se vend à des millions d'exemplaires et est traduit dans plus de 25 langues, le livre est surtout vivement critiqué à l'époque. Comme un fantasme apocalyptique dans un monde où ce qu'il dit n'a aucun sens. Passé le buzz du moment, on finit par dire à ces étranges personnes qu'il faut qu'ils arrêtent de raconter de la merde et surtout qu'ils aillent se faire cuire le cul. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ce livre, c'est le fameux rapport Meadows, un ouvrage où, pour la première fois, des chercheurs alertent sur les risques d'une croissance économique infinie dans un monde aux ressources limitées. Mais concrètement, comment des scientifiques sont parvenus à prévoir, ou pas d'ailleurs, la fin du monde? Est-ce que l'on parle vraiment de fin du monde? Et si on se penche 2 secondes sur ce que les chercheurs ont pondu, qu'est-ce qu'on va trouver au final? Notre date d'expiration? Voyons un peu ce que ce truc a dans le ventre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous faut, comme toujours, bien comprendre le contexte, qu'il soit économique ou encore historique. Ce que l'on appelle le rapport Meadows, c'est un bouquin qui a été publié en 1972, mais dont la naissance remonte quelques années auparavant. L'histoire commence en 1968. Un groupe d'une trentaine de personnes, dont des scientifiques, des économistes et des industriels, préoccupés par les problèmes complexes des sociétés, décident de fonder un groupe de réflexion. Alors, vite fait et une fois de plus en très gros, un groupe de réflexion ou laboratoire d'idées, c'est un regroupement de plusieurs personnes, la plupart du temps assez calées dans leur domaine, qui se creusent la soupière sur tout ce qui peut se passer dans le monde en tentant d'y trouver des solutions sans pour autant que ces mêmes solutions soient pertinentes, efficaces ou entendues par nos chers gouvernants. C'est un peu comme les débats au PMU du coin, mais avec des gens un peu plus sobres et raffinés. Non, plus sérieusement, si les rapports que font ces groupes sont, la plupart du temps, assez pertinents, ils sont malheureusement souvent boudés par le grand public et encore plus par les pouvoirs en place qui, disons-le franchement, n'en ont strictement rien à carrer. Ma théorie, c'est que soit c'est parce qu'ils ne savent pas lire, soit c'est parce qu'ils sont trop cons. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. En 1968, donc, un groupe de gens se réunit et fonde le Club de Rome, dont la principale activité va être de tenter de comprendre la situation de l'époque et les principales conséquences sur le futur de l'humanité. Pour ce faire, il va demander un rapport scientifique à une équipe de chercheurs de l'université du MIT qui va mettre pas moins de 4 ans avant de publier leurs résultats. Une autre chose qu'il faut bien avoir en tête également, c'est que demander ce genre d'études en 1968 est complètement absurde. La croissance se porte plus que bien depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est encore dans ce que l'on appellera plus tard les 30 glorieuses, les énergies fossiles sont de plus en plus utilisées, l'impact de l'homme sur le changement climatique n'est pas encore clairement identifié et le problème de la gestion des ressources n'intéresse pas grand monde. Pour résumer, à cette époque, on s'en fout joyeusement de savoir si ce qu'on fait va avoir de l'importance plus tard. On consomme et pollue comme des porcs et au final, on est plutôt heureux de le faire. Alors par contre, ne jugez pas non plus trop vite ces gens, comme toujours, il faut voir tout ça dans sa globalité avec le regard de 72 et non celui de notre époque. Faut arrêter de vouloir à tout prix refaire le monde tel qu'il n'était pas et surtout tel qu'il n'aurait jamais pu être. En 72, on pensait d'une certaine façon, en 2003, on pense d'une autre et il y a fort à parier que d'ici plusieurs décennies, on pensera encore d'une autre manière. Bref, la vie est belle, néanmoins, un groupe de personnes ne peut pas s'empêcher de se demander si tout ça va vraiment durer et si oui, pour combien de temps encore. Et cette réponse, c'est aux scientifiques du MIT de la trouver. Justement, ces scientifiques, qui sont-ils? Comme vous pouvez vous en douter, c'est toute une équipe qui travaille sur ce rapport. Néanmoins, certains noms sortent du lot. Bien évidemment, il y a la personne qui a donné son nom à ce travail, Denis Meadows, directeur du projet, aidé par sa femme Donella, qui sait coltiner toute la partie rédaction. L'équipe est complétée par Jørgen Randers, qui s'intéresse aux effets de la pollution, William Behrens III, préposé aux ressources mondiales disponibles, et enfin le professeur Jay Forrester, qui est le fondateur d'un nouveau domaine d'étude, la dynamique des systèmes. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Avant d'aborder les côtés critiques et surtout polémiques, voyons un peu comment un simple groupe de scientifiques peut répondre à une simple question. Est-ce que tout ceci va durer? Peut-on réellement continuer à vivre dans un monde de bisounours où l'on n'aurait pas à se soucier de l'avenir? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce n'est pas forcément une chose facile, à l'époque, de tenter de vouloir modéliser l'avenir. Je rappelle à toute fin utile que nous sommes fin des années 60 et qu'IBM a vendu son premier ordinateur commercial qu'en 1955. C'est sûr, de nos jours, c'est beaucoup plus simple. Je suis même sûr qu'il existe des applications qui calculent en temps réel les dégâts que la pollution fait à la planète. En 1968, on ne peut pas compter sur la technologie.
Enfin, si, mais pas de la manière dont vous pensez. Ce document est basé sur un modèle mathématique calculé par ordinateur, appelé World 1, puis World 2 et World 3 pour ses évolutions. Très moderne pour l'époque, le programme dans lequel on intègre un certain nombre de variables comme le nombre d'êtres humains sur Terre, la production de nourriture par habitant, la production industrielle par habitant, le niveau de pollution et les ressources non renouvelables, a régurgité une dizaine de scénarios comme autant d'évolutions possibles pour le 21e siècle. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment ça marche en fin de compte? La plus grande force du rapport Meadows, c'est qu'il est établi avec une approche extrêmement rigoureuse, méthodique et surtout scientifique. Un modèle numérique qui représente le monde avec les différentes classes est créé. À l'intérieur, il y a les populations, la production industrielle, la production agricole, la pollution, les ressources et toutes ces classes interréagissent entre elles. Ce modèle numérique porte un nom, la dynamique des systèmes. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, pas vraiment. La dynamique des systèmes, c'est en gros les relations entre les différents groupes dont le monde et du coup, nous, sommes dépendants. Tout d'abord, les scientifiques déterminent 5 systèmes majeurs. Il s'agit de domaines qui, s'ils venaient à disparaître, nous mettraient quelque peu dans l'embarras. Numéro 1, le système alimentaire. En d'autres termes, la production de nourriture. Numéro 2, le système industriel, c'est-à-dire la production de biens et de services. Numéro 3, la population. Numéro 4, la pollution. Et pour finir, le 5e système majeur, les ressources qui sont séparées en 2 catégories, les ressources renouvelables comme l'eau, les diverses plantes ou les animaux, et les ressources non renouvelables comme le gaz, le pétrole, le charbon ou les métaux comme le cuivre, l'acier ou encore l'aluminium. Maintenant qu'on a défini tout ça, on va chercher à voir comment les systèmes interréagissent entre eux. En gros, qu'est-ce qui a un impact, positif ou négatif, sachant bien évidemment que dans un monde parfait, tout serait à l'équilibre. Pour info, ce que je vous raconte là, y compris les exemples qui vont suivre, ne sont pas de moi. J'ai honteusement tout piqué à la chaîne YouTube chez Anatole que je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir. Plus d'infos comme d'habitude en description de cette chronique. Nous disions donc que maintenant qu'on a établi les systèmes majeurs, il faut définir ce qui peut avoir un impact sur ces derniers. Voyons un exemple avec le système qui concerne la population mondiale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle augmente. C'est ce qu'on va appeler une boucle de rétroaction positive. Non pas parce que c'est forcément une bonne chose, mais parce que plus de naissances entraînent plus de population. Oui, ça paraît con comme ça, mais ça a son importance. Lorsque la population augmente, le nombre de naissances augmente, donc la population totale augmente, et ainsi de suite. Si c'était la seule boucle de rétroaction qui concernerait la population, le nombre d'habitants sur Terre augmenterait en flèche. Cela étant, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une seconde boucle de rétroaction, mais qui est cette fois-ci négative, et elle concerne le nombre de décès par an. En toute logique, si le nombre d'habitants sur Terre augmente, celui des morts par an augmente également, et la conséquence, c'est que la population diminue. Une boucle de rétroaction négative a donc tendance à faire revenir un système vers l'équilibre. Bon, là, c'est encore assez simple, mais il faut savoir que dans l'idéal, il faut ajouter d'autres paramètres comme la fertilité qui a un impact sur le nombre de naissances et l'espérance de vie qui a une influence sur le nombre de morts. Voilà en très gros comment se passe une modélisation avec l'un des 5 systèmes. Si par exemple on regarde le système industriel et plus précisément celui du nombre des machines, on pourra avoir une boucle de rétroaction positive avec l'investissement. Plus de machines veut dire plus de gains, mais également plus de rendement. Si le système fonctionne bien et si le gars n'est pas trop con, il va réinvestir dans son entreprise pour être encore plus compétitif. Donc, encore plus de machines, encore plus de gains, bref, vous connaissez la suite. Encore une fois, et comme pour la population, on ne vit pas dans un monde de bisounours. On a donc aussi une boucle de rétroaction négative de l'autre côté. Plus de machines, ça veut aussi dire plus qui tombent en rade, ce qui peut diminuer le nombre total sans parler du temps de vie de ces dernières. Voilà en très gros comment fonctionne la dynamique des systèmes. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est les valeurs. Vu comme ça, on pourrait se dire que c'est extrêmement simpliste. Que nenni. Là où ça commence à être drôle, c'est que tous ces systèmes ne sont pas du tout indépendants. Tout est lié, tout a un impact sur tout. La population, par exemple, ne peut pas augmenter sans nourriture. La production alimentaire est augmentée par la croissance du capital. Plus de capital veut dire plus de ressources veut dire plus de déchets et donc plus de pollution. Plus de pollution veut dire des problèmes avec la croissance de la population et de la nourriture. Chaque système a un impact sur les autres systèmes et le jeu, c'est de prendre en compte toutes les interactions entre elles. Dans un monde parfait, tout serait à l'équilibre. La nourriture, la production, la population, la pollution et les ressources. On consomme juste, on polluerait le minimum, tous les habitants de la Terre ne manqueraient de rien, les usines produiraient sans excès, etc.
êtes sérieux? Bon, tout ça c'est bien beau, mais au final, qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Parce que bon, si là j'en ai pas perdu la moitié en route, et si les 3/4 de l'autre partie ne se sont pas endormis, j'ai du bol. On ne va pas se mentir, le rapport Meadows c'est un poil indigeste. Du coup, on va se concentrer sur le plus intéressant, à savoir les courbes des résultats. Pour les obtenir, les scientifiques sont partis des 5 systèmes que l'on a vus au départ, pris une période de temps qui démarre en 1900 et qui court jusqu'en 2100. Concernant la période 1900 à 1970, les chiffres qui ont été pris sont les véritables relevés de l'époque. Après, c'est de l'interprétation suivant si le monde décide de se sortir les doigts ou pas. Histoire d'avoir tout de même de quoi débattre, les chercheurs ont établi plusieurs scénarios, certains catastrophiques et d'autres un peu plus utopiques. En tout, les scientifiques établissent une douzaine de simulations et vu que ça risque d'être bien soporifique, on va se concentrer sur quelques-uns seulement. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous mets le PDF du rapport Meadows en description. Dans ce premier graphique, les résultats représentent les interactions de nos fameux systèmes majeurs pour une période allant de 1900 à 2100 et dans le cas où il n'y a pas de changement politique, économique ou sociétal majeur dans les prochaines années. Ce qu'on entend par changement majeur, c'est par exemple une bonne grosse guerre nucléaire des familles, une chute d'astéroïdes, des annulations en masse d'émissions de télé-réalité ou encore des influenceuses et des influenceurs qui se mettraient à dire des trucs intelligents et qui arrêteraient d'escroquer à tout va leurs abonnés. Bref, ici, on va donc retrouver nos 5 systèmes. Les ressources, la production industrielle, la nourriture, la pollution et enfin le nombre d'habitants. Comme on peut le voir, un système qui suivrait ces courbes ne serait pas ce qu'il y aurait de mieux. La nourriture, la production industrielle et la population grimpent en flèche et cela occasionne 2 conséquences majeures. La pollution qui augmente rapidement et les ressources qui diminuent en flèche. Rapidement, on se retrouve avec trop de pollution et pas assez de ressources et au final, la production industrielle et la nourriture s'avèrent insuffisantes. En quelques années seulement, le niveau de la population mondiale baisserait drastiquement. Alors attention, même si on peut entendre ici et là que le nombre d'habitants est bien trop élevé et qu'une purge ferait du bien à la planète, ici on parle d'une baisse vraiment conséquente de plusieurs milliards d'individus au bas mot, événement qui n'est jamais vraiment arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Vous voyez Thanos chez Marvel? Eh bien ce serait ça, mais en un poil plus long. Un truc qu'on peut souvent entendre, c'est qu'on est sans doute trop alarmiste en ce qui concerne les ressources. Le pétrole, il y en a encore, il suffit de chercher. Dans le fond, ce n'est pas tout à fait faux, comme ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Si la grande majorité des gisements sur Terre ont déjà été découverts et exploités, les scientifiques s'accordent sur le fait qu'il en reste sûrement d'autres. Des gros, des petits, personne n'est réellement en mesure de le dire. Quoi qu'il en soit, les scientifiques ont pris cette réflexion en compte et ils ont établi un scénario en conséquence. Si on double les ressources, l'industrie se développe massivement, mais comme rien n'est gratuit, la pollution, elle, grimpe dangereusement. Les conséquences sont énormes, notamment sur l'agriculture et la population qui diminue. Trop de pollution, moins d'agriculture, donc moins de nourriture, donc moins d'habitants. Comme je vous l'ai dit, ce rapport, il a surtout été fait pour débattre, alerter, voire prendre les devants sur les éventuels problèmes du futur, à savoir après les années 70. Partons de l'hypothèse que les scientifiques sont parvenus à se faire entendre et qu'il y a eu une réelle prise de conscience de la part du monde entier, de sa population et de ses dirigeants. Dès les années 70, des changements de mode de vie conséquents sont mis en place, un modèle économique complètement différent est instauré et des lois sont promulguées sur les niveaux de pollution, la limitation de la production industrielle et le nombre des naissances. Comme on peut le voir, au final, ce ne serait pas aussi déconnant que ça en a l'air. Les courbes se stabilisent au début du 21e siècle, néanmoins, on peut remarquer que les ressources diminuent encore avec ce mode de vie. Bon, de toute façon, ce scénario n'arrivera jamais. Tout au plus a-t-il sa place dans des ouvrages de science-fiction. Ce que l'on demanderait à la population, ce serait ni plus ni moins qu'un contrôle drastique de tout. De leur vie, de ce qu'ils consomment, sans parler du contrôle de la natalité. Est-ce ce qu'il fallait faire à l'époque? Est-ce que c'est totalement utopique, voire inhumain? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Bon, et si au final on décide d'écouter les scientifiques, mais seulement après les avoir ignorés pendant près de 30 ans? Si on décide de se sortir les doigts à partir des années 2000, que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut constater que les ressources baissent, que la production industrielle, même si elle a un pic, s'effondre tout comme la production de nourriture, ce qui entraîne, vous commencez un peu à comprendre le système maintenant, un déclin de la population. On va arrêter là pour les résultats. Comme vous pouvez le constater, au fur et à mesure des avancées des scientifiques, ils constatent que le monde dans lequel ils vivent est loin, très loin de fonctionner correctement. Comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, le rapport a été vivement critiqué à sa sortie. Il faut limiter la croissance. Mais grand Dieu, pourquoi faire ?
un effondrement, mais vous rigolez mon bon monsieur. Stabiliser la population et la production à l'échelle mondiale, vous voulez dire gagner moins d'argent? Et si vous alliez gentiment vous faire cuire le cul? Des critiques accusent le rapport Meadows d'adopter le point de vue et les intérêts des pays riches comme la pollution au détriment des pays pauvres en laissant de côté des besoins fondamentaux. L'approche des scientifiques ne prend pas en compte également le fait que pour la plus grande partie de l'humanité, c'est au présent que la vie est difficile plutôt que dans un futur incertain. Il est dit que la catastrophe est déjà omniprésente chaque jour dans les pays qualifiés de sous-développés. On critique également la structure même du modèle mathématique, notamment le fait qu'on a tout mélangé sans réellement prendre en compte les misères de chaque pays. Les scientifiques ont aussi été critiqués pour avoir considéré l'humanité comme une entité unifiée, gommant les rapports de domination entre groupes de pays dans le seul but de conseiller de geler les inégalités de richesse en leurs états de 1972. Il a aussi été dit qu'il y avait la volonté d'une élite mondiale de préserver ses privilèges au détriment du plus grand nombre. Je ne vais pas toutes les faire, mais il faut savoir que beaucoup de critiques venaient essentiellement des économistes qui étaient en plein déni. À court d'arguments, on a aussi pointé du doigt l'appartenance politique et la façon de penser des membres du Club de Rome. En réaction à ce rapport, le président Ronald Reagan déclare lors d'un discours en 1983, je cite, « Il n'y a pas de limite à la croissance, car il n'y a pas de limite à l'intelligence humaine, à son imagination et à ses prodiges. » Au sommet de la Terre en 1992, George Bush père, lui, déclare, je cite, « Le mode de vie des Américains n'est pas négociable. » Vivement critiqué, au cœur de pas mal de polémiques, titre français mal traduit pour induire en erreur, le moins que l'on peut dire, c'est qu'on ne veut pas y croire. Car accepter les prévisions des scientifiques veut dire tirer un gros trait sur l'intégralité du mode de vie de l'époque. Les rapports, de toute façon, tout le monde s'en fout. Que ce soit le rapport Meadows ou bien encore les différents rapports du GIEC, la finalité est la même. Lorsque ça sort, tout le monde critique, tout le monde a un avis, mais pour autant, personne ne les lit réellement ou même ne les comprend. Trop technique, trop de contenu. Pourquoi tu irais t'emmerder la vie à te taper un truc de la taille de 3 bottins? Du coup, tu tombes dans le déni et tu rejettes tout en bloc. Monumentale erreur. Monumentale erreur. Le rapport Meadows de 72 a subi quelques mises à jour à la faveur des années qui se sont écoulées depuis sa parution. Et comme on peut s'en douter, les prédictions mathématiques se sont avérées relativement justes. Pour autant, cette mise à jour provient de la même équipe de scientifiques. Peut-on vraiment leur faire confiance? En 2008, des chercheurs de l'université de Melbourne ont tenté d'apporter une réponse à cette question. L'un d'entre eux, le docteur Graham Turner, a rassemblé des données et a entrepris de littéralement tout revérifier. Chacun s'amuse comme il le veut, pas de jugement. Bref, après avoir tout compilé, il superpose ses résultats à ceux prédits dans le rapport de 72 et les conclusions sont sans appel. Le monde suit de près le scénario où il n'y a aucun changement de comportement de notre part. Avec le recul, est-ce vraiment si déconnant que ça? Ça fait des décennies qu'on constate que le monde va mal. Crise financière, économie qui part en vrille, pénurie, niveau d'endettement des pays qui crèvent le plafond, inflation, climat, guerre civile, on ne peut pas dire que tout va pour le mieux. Histoire d'en être pleinement convaincu et sûrement parce qu'il devait se faire un peu chier, on ne va pas se mentir, des chercheurs décident de pousser le bouchon encore plus loin en fusionnant deux monstres, le rapport Meadows et les 9 limites planétaires qui fixent les limites à ne pas dépasser pour assurer un futur viable. Rien que ça. Bon, le rapport Meadows, c'est bon, on connaît, on en parle depuis une plombe. Celui des 9 limites planétaires, un peu moins. Sans rentrer dans les détails, vu que ce truc mériterait presque une vidéo à lui tout seul, les 9 limites, c'est un concept qui permet de mieux comprendre les changements qui s'opèrent dans le monde. Défini en 2009 par les chercheurs du Stockholm Resilience Center en Suède, c'est, comme pour le rapport Meadows ou encore celui du GIEC, tout un tas de constatations, de mesures qui permettent d'alerter, de débattre, de tenter de trouver des solutions sur divers problèmes. Ici, les chercheurs se sont posé une seule et unique question. Quelles sont les limites acceptables par le système Terre, au-delà desquelles elle ne serait plus en mesure de se régénérer? En d'autres termes, jusqu'où peut-on aller avant que tout parte définitivement en couille? Tiens, je suis en train de me dire que c'est ce titre-là qu'ils auraient dû prendre finalement. Personnellement, je le trouve beaucoup plus explicite. Fin 2021, seulement 4 limites planétaires avaient été franchies, mais en mai 2022, ce sont 6 limites planétaires qui sont atteintes sur les 9 identifiées. Et justement, quelles sont-elles, ces limites? Nous avons le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, qui se traduit par la disparition des espèces animales et végétales, la modification des usages des sols, agriculture intensive, déforestation, tout ça, l'utilisation de l'eau douce, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus, la perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore, ou pourquoi utiliser
une tonne d'engrais flingue des terres, l'acidification des océans ou comment apprendre aux poissons à respirer en apnée pourrait leur permettre de survivre, les aérosols atmosphériques ou comment ton déo de merde que tu mets tous les jours sur ton corps d'Apollon flingue là encore la nature, la diminution de la couche d'ozone, cette couche qui protège les êtres vivants mais qui est mise à mal par l'épée des vaches, et enfin la dernière, la pollution chimique, notamment le plastique qui, quoi qu'on en dise, est fantastique, et non, vous aurez pas la musique, sinon YouTube va me prendre du fric. Bon, arrêtons-nous ici pour ce qui est des 9 limites. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous là encore en description. Ce qui nous intéresse ici, c'est que des scientifiques ont eu l'idée de fusionner les deux rapports. De son petit nom Earth for All, à y regarder d'un peu plus près, c'est en fait le rapport Meadows mais dopé aux anabolisants. Ce qui est logique vu que le co-auteur de ces derniers a participé à la création du rapport Earth for All. Cette nouvelle mouture déjà corrige quelques problèmes de l'époque, comme le zonage géographique qui est bien plus précis et la prise en compte du changement climatique ainsi que les différentes pollutions d'aujourd'hui. Aux données scientifiques plus conséquentes, on rajoute au modèle les conséquences du changement climatique et, bien sûr, les autres limites planétaires de l'autre rapport. Si à l'époque on avait utilisé le PIB comme indicateur de base, ce qui se fait traditionnellement dans ce genre de recherche, ici cet élément a été remplacé par un nouvel indicateur quelque peu surprenant, le bien-être global. Autrement dit, le bonheur. Et oui, ce truc se calcule. Soyez rassurés, en fait, le bien-être global est calculé de manière extrêmement rigoureuse. En gros, les scientifiques ont observé que dans tous les pays, le bonheur dépend du PIB par habitant, mais pas seulement. Pour calculer le bonheur, il faut ajouter 4 autres facteurs. Les services du gouvernement, ou à quel point les institutions sont utiles à tout le monde, la santé, l'éducation, tout ça, le niveau de pollution environnementale, les inégalités du point de vue des revenus, et enfin, l'espoir pour le futur. On fait la moyenne de tout ça, et ensuite, on a notre indicateur de bonheur. Les résultats qui figurent dans le rapport Earth for All sont calculés ainsi. On reprend les mêmes étapes qu'en 1968, à savoir les 5 systèmes majeurs pour l'humanité, auxquels on rajoute le bien-être, mais aussi le rôle des banques centrales ou les tensions sociales. Ensuite, on étudie comment chaque facteur varie dans le temps. Je passe très vite dessus, mais en gros, on regarde ce qui a changé dans le temps, comme le pourcentage de personnes en sous-alimentation dans les différents pays, et avec ces données, on fait des prédictions. Une fois tout ceci fait, il faut prendre en compte les interactions entre ces différents systèmes. Alors, oui, ça ne fait pas rêver, mais ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Si par exemple on commence au PIB par habitant, eh bien on voit que plus il est élevé, plus on utilise d'énergie, ce qui augmente alors les conséquences du changement climatique, ce qui a un impact négatif sur le bien-être, etc. Encore une fois, tout est lié. Une fois qu'on a rentré tout ça dans l'ordinateur, ce dernier régurgite 2 scénarios. Le premier, intitulé Trop peu, trop tard, montre ce qui est de 1980 jusqu'à nos jours, puis prévoit un futur qui, disons-le clairement, n'a rien d'enviable. Comme on peut le voir, le niveau de la population descend et les tensions sociales, le réchauffement climatique, tout comme les inégalités, restent élevés et du côté de l'indicateur de bonheur, on se retrouve avec le moral dans les chaussettes. Seul point positif, il y aurait moins de pauvres. Deuxième scénario, intitulé Le Grand Saut. En gros, ici, on se sort les doigts maintenant, tout de suite. On peut remarquer qu'en faisant ça, le nombre de pauvres diminue beaucoup plus vite et les niveaux de tension sociale et d'inégalité sont plus bas que précédemment. Le réchauffement climatique est toujours là, mais il est beaucoup moins virulent et, comme on peut s'en douter, le bien-être moyen monte en flèche. Avec tout ça, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que les scientifiques ont pondu pour que ça fonctionne? Première solution, la transition énergétique. La vraie, pas le truc qu'on met sur des programmes électoraux pour gratter les amis. Le rapport dit qu'il faut tripler immédiatement les investissements dans les énergies renouvelables. Une chose qui n'arrivera jamais, vu que les sommes seraient colossales et que le coût de l'énergie serait supérieur à ce que l'on connaît dans un premier temps. Cependant, on peut voir aussi qu'à long terme, ce serait bien plus rentable. Deuxième secteur où des progrès pourraient être faits, l'alimentation. Instauration de nouvelles lois pour limiter drastiquement l'utilisation d'engrais, d'autres pour arrêter l'expansion agricole ou encore réduire les pertes et le gaspillage. Troisième secteur, les inégalités avec des lois pour renforcer les droits des travailleurs et surtout une augmentation des impôts pour les plus riches. Un truc qui ne passera jamais. Quatrième solution, l'équité entre les sexes. Là aussi, il s'agit de vraie équité, pas de mesurettes à la con pour satisfaire les demoiselles le temps d'un week-end. Nouvelle loi pour l'éducation pour toutes les filles dans le monde, équité pour l'accès à des postes de direction et j'en passe. Là encore, il ne faut pas se leurrer. Vu leurs conditions dans certains pays, c'est infaisable. Enfin, dernier secteur, la pauvreté avec des aides massives pour les pays à faible revenu, mais pas pour faire bien. Les pays ont besoin d'aide à long terme, mais il faut arrêter de penser à vouloir faire du profit derrière. Bon, tout ça, c'est bien beau, il y a des dessins et tout, mais pour autant, je n'ai pas été autant séduit par le rapport Earth for All que par le rapport Meadows. Déjà, il y a cette histoire d'indice de bien-être, même si, a priori, il y a une réelle et rigoureuse méthode de calcul derrière, personnellement, je trouve que c'est un poil nébuleux comme concept. Ensuite, ce papier propose 5 solutions basées sur 2 scénarios seulement,
là où son aîné proposait tout de même une douzaine de scénarios. Ici, il n'y en a que 2. C'est la merde et on se sort les doigts. Je trouve cela un peu réducteur. Ça manque clairement de nuances, surtout que des scénarios, des solutions, il y en aurait une multitude, ce qui conduirait à une multitude de propositions et de situations finales. Le rapport Meadows a une démarche purement scientifique. Il traite les faits et dans l'absolu, il sert à débattre et nous fait nous poser des questions. Ici, ce que j'ai ressenti, c'est de la culpabilisation. Le machin surfe sur la misère et la fin du monde. Il y a juste à voir le titre complet qui a été employé, La Terre pour tous, un guide de survie pour l'humanité. C'est dans l'air du temps, je suppose, de pondre des trucs avec des titres bien racoleurs pour tenter d'intéresser un minimum les gens. Car il est là le problème au final. Personne ne se donne la peine de lire des pages et des pages. C'est long, obscur, compliqué, chiant. Comme on a pu le voir, que ce soit du côté du rapport Meadows, de celui du GIEC, des 9 limites ou encore de celui d'Earth for All, tous s'accordent pour dire que c'est la merde. Et cela date de plus de 50 ans pour le premier. On savait, on sait, mais on ne fait rien. Pourquoi ? Pour la thune, tout simplement. Le danger est bel et bien présent, mais personne ne s'en préoccupe. Et le jour où on va atteindre le point de non-retour, des solutions pansements poperont ici et là. L'écologie, c'est un argument politique. Les éoliennes, le solaire, tout ça, c'est des gadgets pour caresser les écolos un peu virulents dans le sens du poil. Les mêmes qui font en sorte qu'on ne développe pas plus que ça le nucléaire civil. Des solutions existent pourtant, mais que ce soit du côté des ENR, tout comme celui du nucléaire, cela aurait dû être développé de manière bien plus sérieuse il y a des décennies de ça. Comme d'habitude, on verra quand on y sera et en attendant, on ne peut que regarder la situation qui se dégrade inexorablement. Les différents rapports ont-ils prédit ou prédisent-ils vraiment la fin du monde ? C'est certain. Mais pas la fin du monde en général, non. Ils prédisent la fin de notre monde, tel qu'on le connaît. Celui où tout peut partir en vrille en quelques années à peine. Cette vidéo se termine, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Que pensez-vous de tous ces différents rapports ? Pensez-vous qu'ils avertissent vraiment ou sont-ils simplement rien de plus que des fantasmes de scientifiques qui se faisaient un peu trop chier dans leur labo ? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!